Bonjour à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 5 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Suite à l'attaque au couteau survenue à la gare de Lyon à Paris, les enquêteurs examinent un possible lien avec le terrorisme sur un compte TikTok semblant appartenir à l'agresseur. On pouvait voir une vidéo avec le message qui disait, je cite, « Repose en paix dans 3 mois ». qu'Allah l'accueille dans son paradis. Les enquêtes se poursuivent. L'agresseur a quant à lui déclaré avoir des troubles psychiatriques. Et à l'Assemblée nationale, la gauche a lancé une motion de censure à l'encontre du nouveau Premier ministre Gabriel Attal. Des députés ont qualifié ce dernier de capitaine d'un bateau à la dérive. Cette initiative reste symbolique car elle n'est pas soutenue par les partis politiques de droite. Et la mairie de Paris a organisé une votation pour décider du triplement des tarifs de stationnement des SUV, suscitant entre autres la colère de Pierre Chasseret, porte-parole de l'association 40 millions d'automobilistes. Il conteste cette initiative, affirmant que l'argument environnemental utilisé est fallacieux, car de nombreux SUV français sont de petite taille, il y en a même qui sont électriques. Le porte-parole de l'association a également déclaré que la question qui était posée aux Parisiens était biaisée car elle les incitait à voter pour une augmentation ciblée sur les voitures des autres, ceux qui vivent en dehors de Paris, au-delà du périphérique. Et en Corse, le mouvement indépendantiste Corre in Fronte a revendiqué une opération symbolique et politique contre le domicile secondaire du ministre Éric Dupond-Moretti en Corse. Corre in Fronte a déclaré que cet acte vise à dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. Suite à cette action, une enquête pour violation de domicile et dégradation aggravée a été ouverte par le parquet de Bastia. Et un homme de 24 ans détenu au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis s'est évadé lors d'une sortie au musée du Quai Branly à Paris. Le détenu, condamné à une peine de 2 ans pour vol aggravé, participait à une visite encadrée par des surveillants pénitentiaires lorsque sa disparition a été remarquée en fin de matinée. Mi-septembre, 2 détenus de ce même centre pénitentiaire s'étaient évadés lors d'une sortie organisée en forêt de Fontainebleau, avant d'être retrouvés quelques semaines plus tard. Et je laisse maintenant la parole à Gabriel qui remplace aujourd'hui Anthony et qui va revenir pour nous plus en détail sur les questions épineuses qui touchent actuellement l'UNRWA et qui pourraient bien finir par éclabousser l'Organisation des Nations Unies. Gabriel, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi et bonjour à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de révélations explosives qui secouent le monde politique et diplomatique à l'international. Les Nations Unies sont accusées d'être liées à un réseau terroriste par l'intermédiaire de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, aussi connu comme l'UNRWA. Comme son nom l'indique, cette agence onusienne a pour but de fournir des secours et des services humanitaires aux réfugiés palestiniens. Pourtant, 12 de ses membres auraient été impliqués dans les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël. En conséquence, depuis samedi, les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres puissances occidentales ont suspendu le financement de cet organe de l'ONU. Parmi les autres questions soulevées à propos de l'UNRWA, se trouve la façon dont elle maintient le système humanitaire, afin de faire croire que la crise en Palestine est beaucoup plus grave qu'elle ne l'est en réalité. L'agence aurait joué avec le système en gardant le statut de réfugié pour chaque personne enregistrée, donnant l'impression qu'elle s'occupe d'une crise beaucoup plus importante. À la clé pour elle, l'obtention de fonds et de programmes supplémentaires. Par ailleurs, depuis plusieurs années, de nombreuses organisations ont déjà mis en garde contre l'UNRWA, et notamment contre le fait que de nombreux membres de cette organisation des Nations Unies soutiennent publiquement le terrorisme. Parmi celles-ci, l'UN Watch, une ONG qui se donne pour mission d'assurer que l'ONU respecte sa propre charte et que les droits de l'homme soient accessibles à tous. Voilà ce qu'avait à dire Hilary Neuer, son directeur exécutif, la semaine dernière. Nous savons qu'à Gaza, au moins 12 employés de l'UNRWA ont personnellement participé au massacre du 7 octobre qui a impliqué le meurtre de 1200 Israéliens ainsi que des viols massifs, des tortures et des mutilations.
le secrétaire d'État Blinken a déclaré hier que ces rapports des services de renseignement étaient extrêmement crédibles. Le Monde a également appris hier que 1200 employés de Gaza font partie du Hamas ou du djihad islamique, c'est-à-dire qu'ils sont de véritables agents au sein des organisations politiques et militaires. Enfin, on estime que 6000 employés de l'UNRWA, soit la moitié de la main-d'œuvre à Gaza, ont des membres de leurs familles proches qui font partie de ces organisations terroristes. Je suis venu ici pour demander au Congrès des États-Unis, qui est le plus grand donateur de l'UNRWA, avec plus de 300 millions de dollars par an, de ne pas se contenter de suspendre, mais de mettre fin au financement pour de bon et de prendre l'initiative de dissoudre une organisation qui est criblée d'incitation à la haine, à l'implication dans le terrorisme et à la perpétuation de la guerre. Nous avons révélé, publié et soumis à l'ONU, à l'UNRWA, des preuves d'incitation généralisée et systématique au terrorisme djihadiste, à l'éloge du leader nazi Adolf Hitler, à l'appel au massacre des Juifs de la part d'enseignants, de directeurs d'école et d'autres employés de l'UNRWA. Ces rapports comptent entre 10 et 200 pages. Par exemple, en novembre, nous avons envoyé un rapport sur 20 enseignants qui ont célébré le massacre du 7 octobre. En mars, avec Impact AC, nous avons identifié 133 enseignants et membres du personnel de l'UNRWA qui ont encouragé la haine et la violence dans les médias sociaux. En juin 2022, nous avons publié un rapport intitulé « Les enseignants de la haine de l'UNRWA » et inclut le post Facebook suivant d'Elham Mansour, un enseignant de l'UNRWA. Je cite, « Par Allah, quiconque peut tuer et massacrer tout criminel sioniste et israélien et ne le fait pas, ne mérite pas de vivre. Tuez-les et poursuivez-les partout. Ils sont le plus grand ennemi. Tout ce qu'Israël mérite, c'est la mort. » Il s'agit d'une déclaration d'un enseignant de l'UNRWA sur Facebook. Nous l'avons envoyé à l'ONU qui n'a rien fait. Nous leur avons envoyé des rapports en 2021, 2019, 2017, 2015. Ils ne nous ont jamais recontactés. Ils ont refusé nos demandes écrites répétées de rencontres pour discuter du problème. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Monsieur Guterres, le chef de l'UNRWA, savait. Les Nations Unies savaient. Elles ont simplement choisi de ne pas agir. Mais c'est bien pire que cela depuis le début. Leur réponse à nos rapports a été de nous attaquer pour avoir fait le travail qu'elles n'ont pas fait. Cette affaire remet en question le rôle même de l'UNRWA dans la région et soulève des interrogations. Notamment, comment cette agence onusienne, responsable de l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens, en est-elle arrivée à alimenter le conflit? Maintenant, une réévaluation complète du rôle et de la légitimité de l'UNRWA dans la région devrait avoir lieu, en sachant qu'un nombre de voix croissant appelle à une réforme en profondeur de l'organisme ou même à sa dissolution. Parmi ces voix, le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignacio Cassis, a déclaré, je cite, « En soutenant l'UNRWA, nous maintenons le conflit en vie. C'est une logique perverse. » Aussi, la réputation ternie de l'organisation soulève des questions quant à l'intégrité du système humanitaire des Nations Unies dans son ensemble, notamment sur la façon dont une telle agence a pu opérer en toute impunité pendant des années. Ainsi, rétablir la confiance dans les opérations humanitaires de l'ONU et s'attaquer aux causes profondes de l'extrémisme au sein d'organisations telles que l'UNRWA sont essentiels pour favoriser la paix et la sécurité à long terme dans la région. Je vous remercie. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Gabriel, et on passe tout de suite à l'international avec un accord qui pourrait se profiler entre Israël et le Hamas. En effet, une délégation du Hamas devrait arriver au Caire prochainement pour remettre à l'Égypte sa réponse concernant un accord de libération d'otages. A priori, la réponse du Hamas serait positive, mais inclurait des conditions de cessez-le-feu durable et de retour de prisonniers en échange d'otages. C'est du moins ce que rapporte le journal libanais Al-Akhbar. Et aux États-Unis, une tempête sévère frappe actuellement la côte ouest, provoquant des inondations et des fermetures de routes à travers la Californie. Le gouverneur de l'État a déclaré l'état d'urgence dans plusieurs comtés du sud de la Californie en raison de la gravité des conditions météo. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Le journaliste et expert de la Chine Pierre-Antoine Donnet vient de sortir son nouveau livre intitulé « Chine, l'empire des illusions ». Dans son ouvrage, il pointe les stratégies de propagande et de dissimulation de la vérité orchestrées par le régime chinois dans l'histoire. On l'écoute. À vrai dire, l'enjeu, c'est la propre survie du Parti communiste chinois. Parce que si la population chinoise était tenue informée sur tous ces désastres, sur le fait qu'il y a eu au moins 40 millions de morts de faim
pendant ce grand bond en avant entre 1958 et 1962, avec des scènes de cannibalisme. Si la population chinoise savait exactement ce qui s'est passé le 4 juin 1989, place Tiananmen, où, sur l'ordre d'ailleurs de Deng Xiaoping, l'armée populaire de libération a ouvert le feu sur des dizaines de milliers de manifestants pacifiques réunis sur la place Tiananmen. Si la population chinoise savait l'étendue de la crise économique aujourd'hui, eh bien, je pense qu'il y aurait plus qu'un doute au sein de la population chinoise sur le bien fondé du règne du Parti communiste chinois depuis 1949. Pékin est souvent resté très discret sur la scène internationale. Selon Pierre-Antoine Donnet, le régime a adopté un comportement plus offensif sous Xi Jinping. Jusqu'à l'arrivée justement de Xi Jinping au pouvoir en 2012, où finalement, lui a pris le chemin exactement inverse, c'est-à-dire une Chine conquérante, menaçante. Et vous avez parlé de ces diplomates, les loups guerriers. En effet, ce sont des diplomates qui suivent la ligne de Xi Jinping, c'est-à-dire de donner des leçons à leurs interlocuteurs en Occident, de dire non, ça ne marche pas, vous devez faire comme nous on pense. Eh bien, ça a passé quelques années d'étonnement et même de stupéfaction, notamment en France. Cette politique se révèle contre-productive, pour utiliser là vraiment un euphémisme. Beaucoup savent que la Chine est surnommée l'usine du monde. Mais depuis l'arrivée du Covid-19, de nombreuses entreprises étrangères cherchent des alternatives. Alors, là aussi, je crois qu'il y a eu des erreurs graves dans la gestion des affaires économiques de la Chine populaire. L'une des erreurs gravissimes a été ce qui s'appelle cette politique zéro Covid, qui s'est avérée catastrophique pour justement l'économie chinoise. Qui en a été l'architecte? C'est très simple, c'est Xi Jinping. Ensuite, la conséquence a été, ma foi, des ruptures des chaînes d'approvisionnement, la fermeture d'usines pendant des mois et des mois et des mois, un chômage qui a explosé, et donc un recul de la croissance économique chinoise qui est tombé en fait à un plancher lui aussi inédit depuis plusieurs décennies. Donc voilà pour les résultats de cette politique zéro Covid. Puis ensuite, il y a eu d'autres décisions pour le moins erratiques. Monsieur Donnet nous explique aussi qu'en Occident, de nombreuses personnalités sont utilisées par le régime chinois pour répandre sa propagande. Il y a en Occident un certain nombre d'acteurs politiques, parfois des dirigeants bien placés, qui finalement servent de passoire à l'idéologie officielle chinoise. On les appelle les idiots utiles. Alors, il y en a certains aux États-Unis, au Canada, au Japon beaucoup moins, je dois dire. Il y en a très peu à Taïwan, mais en Europe, oui, et en France aussi. Donc, ces idiots utiles, alors, certains, ce sont simplement des sinolâtres, c'est-à-dire des personnalités qui croient au message officiel de la Chine, qui pour certains sont payés, d'autres pas. D'autres sont simplement d'une naïveté totale, au point de croire encore à ce que raconte la désinformation chinoise. Alors d'autres sont payés, évidemment. Alors ça, ce sont des idiots utiles qui sont payés par le régime. La BBC récemment, on a établi le fonctionnement et c'était très très clair. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont utilisées par le régime pour répandre la désinformation. Bien que l'état actuel de la Chine ne soit pas réjouissant pour beaucoup, M. Donnet nous apporte une note d'espoir. Ce dont rêvent les jeunes Chinois n'a rien à voir avec l'univers qu'a connu leurs parents, leurs grands-parents ou leurs ancêtres. Eux, ils rêvent de liberté d'abord. Voilà. De liberté, alors c'est formulé de différentes façons. Le mot démocratie apparaît de temps en temps. Il est immédiatement censuré, évidemment. Et donc, comment manifester ce rêve? Tout simplement, pour cette jeunesse, c'est de dire, écoutez, non, dans ces conditions, nous ne ferons pas d'enfants. Alors, bien sûr, cet effondrement démographique, il n'y a pas qu'en Chine. Au Japon, c'est très prononcé aussi, en Corée du Sud aussi, à Taïwan également, et en Europe aussi. Mais en Chine, cette désescalade, cet effondrement démographique est très très grave. Et récemment encore, Xi Jinping a déclaré
vous les femmes, votre rôle à jouer est important, il était à la maison pour faire des enfants. Et là, on voit bien justement à quel point le divorce est total entre ce message idéologique qui vient d'un parti fossilisé et une jeunesse qui rêve d'autre chose. Donc pour moi, le véritable danger pour la survie du parti, c'est bien ça, c'est cette jeunesse. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai mis le lien vers le livre de Pierre-Antoine Donnet en message épinglé et en description sous cette vidéo. Merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec un court portrait de Rembrandt. Peintre majeur de l'école hollandaise, il est connu pour son traitement de la lumière appelé clair-obscur. Rembrandt a suivi l'essor du protestantisme, il a contribué au renouvellement de l'image du Christ, donnant à cette figure divine une dimension plus humaine. Né dans une famille d'artisans aisés, il a reçu une éducation religieuse stricte et a poursuivi son apprentissage artistique à Amsterdam. Sa vie a connu des hauts et des bas, il a mené un grand train de vie, collectionné des œuvres d'art et a fini par s'endetter et connaître la misère. Malgré une fin de vie difficile, il a laissé un legs artistique impressionnant, comprenant près de 1000 œuvres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, très bon début de semaine. À demain.